Bienvenue dans le podcast Le Brief de l'innovation proposé par Ovalie Innovation et bienvenue dans MT10. Lors de nos discussions précédentes, on avait décortiqué le projet de loi de finances 2026, puis les toutes premières réactions. On pensait avoir vu le plus gros de la tempête. Et on se trompait lourdement. Clairement. Aujourd'hui, on plonge dans la suite, une période de, disons, très haute tension politique qui a culminé fin novembre 2025. Oui, avec un véritable séisme parlementaire. Le mot est juste. Les sources qu'on a pour aujourd'hui décrivent un coup de théâtre qui a complètement rebattu les cartes. Et les répliques menacent directement le financement de l'innovation en France. Notre mission est donc de comprendre ce qui s'est passé à l'Assemblée, de mesurer les conséquences concrètes et de décrypter un peu cet échiquier politique. C'est parti. Alors, commençons par le fait majeur, l'épicentre. 21 novembre 2025. L'Assemblée rejette la première partie du budget. Et le score il est hallucinant. 404 voix contre. Et seulement une voix pour. Une seule. Ce n'est plus un rejet, c'est un chaos. On imagine à peine l'ambiance dans l'hémicycle. C'est un événement politique majeur, vraiment. Et la conséquence immédiate, elle est radicale. C'est confirmé par le site du Sénat d'ailleurs. C'est-à-dire Tout le travail parlementaire des 3 semaines précédentes. poubelle. Exactement. Poubelle. Tous les amendements débattus et négociés, parfois de haute lutte, adoptés. Sont devenus caducs. Voilà, c'est une table rase complète, on a effacé l'ardoise et on a transmis au Sénat le texte initial du gouvernement, dans sa version brute. Et cette table rase a des victimes très concrètes dans le monde de l'innovation. Parlons de la base, pour commencer, la recherche publique. Oui, et là, la situation était déjà tendue, disons, avant même ce vote. Dans le texte initial, la mission recherche n'augmentait que de 0,5%. Ce qui est dérisoire avec l'inflation. Absolument. Et pire encore, l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui est un peu le pilier du financement des projets, elle devait faire face à une baisse de ses crédits de paiement de presque 4%. Attendez, une baisse de 4%, ça peut sembler technique, mais concrètement, pour un labo, pour une équipe de chercheurs, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire des dizaines, voire des centaines de projets de recherche qui ne verront jamais le jour. Ça veut dire moins de bourses de thèse, moins de matériel, moins de découvertes fondamentales. C'est le terreau de l'innovation de demain qui s'assèche. Et on avait déjà des alertes là-dessus, non? Oui, des voix très respectées, comme celle du professeur Alain Fischer, appelaient déjà à sanctuariser les budgets bien avant, juste pour essayer d'atteindre cet objectif européen de 3% du PIB pour la recherche. Donc ce rejet ne fait qu'ajouter de l'incertitude à une situation qui était déjà fragile. C'est une incertitude abyssale, oui. D'accord. Le socle est fragilisé. Passons aux outils pour les entreprises. Je pense au crédit d'impôt, évidemment, le CIR en tête. C'est là que la perte des amendements est la plus spectaculaire. Plusieurs propositions clés, souvent issues de compromis, ont été balayées. Par exemple. D'abord, la réintroduction d'un mécanisme pour les jeunes docteurs. Ah oui, la fameuse majoration. C'est ça. L'idée était de majorer jusqu'à 70% la prise en compte de leur salaire dans le calcul du CIR pendant leurs 2 premières années. C'était une mesure très attendue pour lutter contre la fuite des cerveaux, si je me souviens bien. Absolument. C'était l'outil principal pour rendre leur embauche attractive face au salaire suisse ou américain, quoi. Perdre ça, c'est prendre le risque de perdre une génération de talents. Et il n'y avait pas que ça, hein. Les sources parlent aussi d'intelligence artificielle. Oui, un autre coup dur. Un amendement visait à créer un crédit d'impôt innovation spécifique à l'IA. Pour prendre en compte quoi exactement? Pour intégrer les coûts qui sont colossaux en investissement de puissance de calcul, les GPU, les CPU, c'est le nerf de la guerre. C'était une demande très forte de l'écosystème. Donc en pleine course mondiale à l'IA, on met au placard un outil pour nous aider à rivaliser. C'est assez ironique, oui. Et à côté de ces carottes, il y avait aussi des bâtons qui ont disparu. En effet. Une mesure anti-délocalisation très stricte avait été adoptée. Qui prévoyait quoi? Qu'une entreprise qui délocalise sa R&D devrait rembourser les 3 dernières années de CIR perçues. Et avec une interdiction d'en bénéficier à nouveau pendant 10 ans. C'était un signal politique fort. Très fort. Donc si je résume, on perd des aides pour nos chercheurs, on rate une marche sur l'IA et on supprime une mesure anti-délocalisation. C'est un peu la triple peine. C'est un peu ça, oui. Et ce n'est pas tout. Ah bon? Non. Les dispositifs qui existaient déjà sont aussi dans le flou. Les parlementaires avaient voté la prolongation de plusieurs outils jusqu'en 2028. Comme le C3IV, le CIR ou TIAN? Exactement, ce levier clé pour la réindustrialisation. Sa prolongation et aussi celle du crédit d'impôt compétitivité, le CICO. Annulé aussi. Tout a été annulé. Tout cet ensemble de mesures structurantes est reparti à la case départ.
L'incertitude doit être terrible pour tout l'écosystème. Et j'imagine que ça touche aussi les grands opérateurs, BP France, l'ADEME. Ils sont en plein dedans, pris dans un étau même. D'un côté, des propositions radicales comme celle du Rassemblement national de supprimer l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, Avec un impact direct sur l'innovation verte. évidemment. Et de l'autre, un amendement de la Commission des finances qui proposait de reverser à l'État une partie des excédents de Bpifrance. Donc leur sort, leur budget, leur mission, tout est suspendu. Le tableau est assez clair. Venons-en aux réactions politiques. Face à un tel blocage, le jeu des accusations a dû commencer très vite. Immédiatement. Et les réactions sont, à l'image du vote, très tranchées. Aux extrêmes, c'est la satisfaction. Côté Rassemblement national, Marine Le Pen parle d'une première historique et elle appelle sans détour à la démission du gouvernement et à la dissolution. La position jusqu'au boutiste. Et j'imagine que c'est le même son de cloche du côté de la France insoumise. Absolument. Mathilde Panot se réjouit, elle affirme que jamais un budget n'avait été aussi défait. Rien que ça. Et Éric Coquerel, qui préside la commission des finances, en rajoute une couche. Pour lui, c'est un budget fait pour déplaire à tout le monde. Les écologistes sont sur la même ligne. Oui, Cyrielle Châtelain dénonce l'échec du gouvernement et un jeu de dupes. On a donc bien ce front du refus très large et très vocal. Un front uni dans le rejet. Mais est-ce qu'ils ont tous la même lecture pour la suite? Tous pour le blocage total? Non, et c'est là qu'une nuance apparaît. La position du Parti socialiste est plus complexe. C'est-à-dire? Boris Vayeul reconnaît que le compte n'y est pas, mais il se garde bien de fermer la porte. Il assure que son groupe va continuer à chercher le compromis. Ils mettent en avant les avancées qu'ils avaient obtenues. Exactement, comme le gel de la réforme des retraites. C'est une posture qui se distingue clairement de la politique de la chaise vide prônée par d'autres. Intéressant. Et en face, du côté du gouvernement, comment on encaisse une défaite pareille? La ligne de défense est de renvoyer l'opposition à son irresponsabilité. C'est le mot qui revient partout. Dénoncer l'alliance des extrêmes en somme? C'est ça. Le MoDem, par la voix de Marc Fesneau, parle d'un vote de l'inconséquence. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, fustige le cynisme des extrêmes en visant le RN et LFI. Mais elle tend la main en même temps. Oui, elle se dit persuadée que des convergences restent possibles et la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, monte aussi au créneau. Pour appeler à la responsabilité. Voilà, elle appelle à emprunter le chemin raisonnable d'un accord. Le message, c'est « nous sommes les adultes face à une opposition qui préfère le désordre ». Bon, pour résumer, on se retrouve avec un blocage politique quasi total. Le texte initial, nu, est au Sénat. Mais la vraie inconnue, c'est son retour à l'Assemblée. C'est toute la question. Et pendant ce temps, toutes les mesures pour l'innovation qu'on a détaillées sont congelées. Le gouvernement a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut un budget avant le 31 décembre. Exactement. Tout l'enjeu, c'est de savoir si un compromis peut être trouvé entre un gouvernement minoritaire et des oppositions qui n'ont en commun que leur rejet du texte. L'avenir du financement de l'innovation pour 2026 en dépend directement. Et au-delà de l'urgence de ce budget, cette situation soulève une question beaucoup plus profonde, non? Oui, et c'est la question qui restera une fois la poussière retombée. Cette instabilité politique chronique, ces crises à répétition, est-ce que c'est compatible avec le besoin de vision à long terme et de financement stable qu'exige l'innovation? Quel message ça envoie? Quel message est-ce que ça envoie aux chercheurs qui hésitent à rester, aux entrepreneurs qui doivent planifier leurs investissements, aux investisseurs étrangers qui cherchent un environnement prévisible? C'est peut-être ça la question la plus inquiétante au fond.